Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Alice Chounier, la fondatrice de Géosophie. Son slogan, l'énergie propre est à portée de main. Sous nos pieds, c'est donc un zoom sur la géoénergie que je vous propose. Notre débat, il portera sur le tri des médicaments, enjeux de société, de santé et d'environnement. Dans le monde, un quart des rivières sont contaminées par des résidus médicamenteux à des niveaux considérés comme dangereux pour les humains et les organismes aquatiques. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée We Go Greener, qui accompagne les établissements touristiques dans leur transition écologique. Énergie, santé, tourisme, 3 univers, 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Alice Chounier, bienvenue. Vous êtes donc la cofondatrice de Géosophie, créée en 2018 avec Quentin Barral. Votre métier, c'est la géoénergie. On va faire un peu de pédagogie pour commencer. C'est quoi la géoénergie ? Alors la géoénergie, ça consiste à aller chercher sous la terre, dans le sol, la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. On sait ça tous d'instinct. Les animaux font des terriers justement pour se protéger de la chaleur en hiver et pour se protéger du froid. De la chaleur en été et du froid en hiver. Peut-être que vous mettez votre bon vin à la cave également. Oui, c'est vrai. Donc le principe est celui-là, une température constante. Alors comme on n'a pas envie d'aller vivre sous la terre, on fait circuler de l'eau dans le sol pour aller la chercher. Mais alors ce qui peut surprendre, c'est que c'est à la fois une source de chauffage et de climatisation, justement parce que cette température est constante, c'est ça ? Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on aime bien l'appeler géoénergie et pas géothermie. C'est pas uniquement de la chaleur qu'on va chercher. C'est aussi du frais. Puisque quand on s'enfonce de quelques mètres sous la terre, règne une température entre 12 et 15 degrés. Et ça, c'est d'autant plus important pour faire face aux dérèglements climatiques et aux étés caniculaires qui vont se succéder. Oui. Alors cette énergie décarbonée, elle est sous nos pieds, mais est-ce qu'elle est forcément facile d'accès ? Est-ce qu'on peut en bénéficier partout ? C'est un peu pour répondre, enfin vraiment pour répondre à ces questions que vous avez créé Géosophie, c'est ça ? Tout à fait. Alors non, on ne peut pas l'utiliser partout, mais on peut l'utiliser très largement, puisque sur le territoire français, on parle de 90% des emplacements qui sont envisageables du fait de l'absence de risques géologiques sous-jacents. Donc c'est vraiment très important. Et d'autre part, ça peut s'appliquer à différents types de bâtiments. Donc on n'est pas limité ni par la géographie de façon générale, ni par la typologie de bâtiment. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Il y a quoi ? C'est un moteur de recherche qui permet d'évaluer effectivement la ressource ? Alors tout à fait. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est combien ça va me coûter et combien d'énergie ça va me permettre de produire pour un type de bâtiment donné et un emplacement donné. C'est exactement à cela qu'on répond avec notre moteur de recherche qui fonctionne très simplement à partir d'une adresse et qui ensuite permet de déterminer le potentiel technique et financier. Moi, j'ai changé ma chaudière. Je passais du fioul au gaz il y a 1 an et demi. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, qu'on a eue, les copros, au moment où on l'a fait. Mais on avait une très forte probabilité, par exemple à Paris ou en région parisienne, de trouver des sources d'eau sous nos pieds, quoi, et de pouvoir les utiliser. Alors tout à fait. À Paris et en région parisienne, une étude récente de l'ADEME montre qu'on pourrait couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments. Donc la probabilité est très grande. Après, c'est pas toujours de l'eau qui est là sous terre. Parfois, on fait aussi circuler notre eau à nous sous la terre. On a 2 typologies possibles, suivant s'il y a déjà de l'eau ou pas. C'est vous qui menez les travaux aussi, ou vous vous contentez de trouver et de valider le modèle économique en quelque sorte ? Nous appuyons sur des partenaires pour faire ces travaux-là, mais nous proposons à nos clients, qui sont aujourd'hui des foncières, de les accompagner également dans ces phases de travaux pour que tout se passe le mieux possible, y compris la phase suivante, qui est la phase de suivi d'exploitation. Parce que ces technologies peuvent être utilisées, une fois qu'elles sont installées, 50 ans. Qu'est-ce que ça représente en termes d'économie, en facture, mais aussi en production de gaz à effet de serre pour vos clients ? Alors par rapport au gaz, par exemple, on peut diviser le bilan carbone par 10 pour un bâtiment donné. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une énergie locale et décarbone. Et vous avez compris, on fait circuler de l'eau, c'est très simple. Ensuite, en termes de facture énergétique, on peut les diviser par 5. Donc c'est non négligeable aussi du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie. Alors justement, la guerre en Ukraine, ses conséquences économiques sont corollaires à la flambée des prix des carburants fossiles.
ça valide vos solutions, forcément. Est-ce que vous voyez l'intérêt ou les prospects affluer depuis un mois et demi? Alors, bon, tout à fait. On nous prend bien plus au sérieux, c'est vrai, depuis ces événements-là. En fait, si on prend d'autres exemples européens comme la Suède, eux se sont équipés dès le premier choc pétrolier. En fait, ils ont tout de suite compris qu'il fallait passer à ce type d'équipement très rapidement. Et aujourd'hui, ça représente 20% du chauffage de leur logement. Donc, c'est complètement possible de généraliser cette solution. Et là, c'est le moment. Toutes les planètes sont alignées, que ce soit le prix, que ce soit également les craintes simplement de disponibilité des énergies fossiles et que ce soit aussi l'acceptabilité des énergies fossiles. On a tous compris maintenant qu'il faut passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce que quand une foncière fait ce choix de passer à la géoénergie, est-ce qu'elle est subventionnée? Tout à fait. Alors, il y a le fonds chaleur qui prend en compte typiquement 30 à 40% du montant des travaux. Donc ça, c'est pour plutôt les gros bâtiments. Et nouveauté cette année, il prend en compte aussi le rafraîchissement, parce qu'on en parlait, c'est une bonne source. Autre nouveauté, il prend aussi en compte des systèmes qui sont de plus petite taille, donc destinés à des plus petits bâtiments. Alors, on n'est pas rentré dans le détail des différentes technologies, mais il y a aussi des corbeilles ou des murs géoénergétiques. Les corbeilles, c'est quoi une corbeille? Alors, une corbeille, c'est juste une forme d'échangeur avec le sol. En fait, quand il n'y a pas d'eau dans le sol, on a différentes façons d'échanger avec le sol. Et une de ces géométries, c'est en forme de spirale, ou je vous disais en forme de mur, comme ça, pour aller dans le sol. Quelques chiffres en France, le secteur du bâtiment représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Est-ce que vous diriez que la transition énergétique, ça va au-delà de votre métier, parce que c'est beaucoup plus vaste, mais la transition énergétique des bâtiments, c'est vraiment un levier peut-être le plus efficace ou l'un des plus efficaces de la transition écologique? Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut tout faire. Et surtout, il ne faut rien oublier. Or, donc pour aller dans votre sens, effectivement, on a plusieurs axes, et le transport en est un, etc. Enfin, donc, il faut travailler sur tous les leviers et ne pas oublier les énergies thermiques renouvelables. La géoénergie en est une, le solaire thermique en est une autre qui peut très bien se combiner avec le sous-sol dans la mesure où on peut stocker dans le sol une partie des calories l'été. Mais ayant dit cela, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que n'oublions rien, y compris le discret sous-sol. Oui, le discret sous-sol, je reprends votre slogan que je donnais en titre, l'énergie propre est à portée de main sous nos pieds. Bon, alors, peut-être que vous l'entendez, il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté. C'est pas vous qui êtes en train de creuser pour trouver des sources ou équiper l'immeuble des voisins en géothermie, ça serait une bonne idée. Pourtant, bref, désolé si vous entendez ces bruits permanents, voilà, qui sont là dans nos oreilles depuis plusieurs semaines. Je reviens à notre thème. Quelle proportion, vous avez en partie répondu en évoquant la ressource, quoi, mais quelle proportion des bâtiments pourraient passer à la géothermie? Vous avez des clients qui sont quoi, quand vous dites des foncières? Est-ce qu'on peut imaginer, je dis n'importe quoi, mais l'industrie, des bâtiments de service, ça concerne qui? Alors tout à fait. En fait, encore une fois, ça peut s'appliquer vraiment à plusieurs typologies. Le point qui est important à réaliser, c'est que la température qu'on va chercher est entre 12 et 15 degrés. Donc les cas qui seront optimum d'un point de vue énergétique, ce seront ceux pour lesquels on cherche du tempéré également. C'est-à-dire soit pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, soit, donc vous parliez de l'industrie, ça peut être effectivement certains procédés industriels, mais là on ne parle pas de procédés très haute température, ce genre de choses. C'est juste pour donner un contour. Voilà. Et donc la ressource, elle est présente en France, c'est quoi? Vous avez dit 80%, c'est ça? 90% du territoire français est éligible à cette technologie. Comment vous gérez la ressource en eau? C'est-à-dire est-ce qu'on est dans un circuit fermé ou est-ce que ça consomme de l'eau malgré tout? Alors non, on ne consomme jamais d'eau, que ce soit sur des systèmes ouverts ou sur des systèmes fermés. Il y a deux typologies. Donc les systèmes ouverts sont ceux pour lesquels il y a de l'eau qui naturellement s'écoule dans les nappes souterraines. Par exemple, c'est le cas à Paris. En fait, en surface, il y a la Seine, mais en profondeur, et c'est le cas dans beaucoup de grandes villes, il y a aussi, quand il y a une rivière ou un fleuve en surface, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui s'écoule dans le sous-sol. Et là, on prend toute l'eau qu'on prend avec un forage, on la remet avec cette technologie-là. L'idée n'est absolument pas d'assécher une nappe. Ça, c'est une des technologies. Mais les technologies que j'évoquais aussi, par exemple les corbeilles, les murs ou les sondes verticales, dans ces technologies-là, on fait circuler notre eau à nous
dans un circuit fermé. Et à Josophie, nous, on n'a juste pas de religion en termes de sous-sol, on les regarde toutes et on regarde quelle est la meilleure pour un projet donné, pour un emplacement donné. Une dernière question sur la réglementation, la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale. Ça change quoi pour la filière, ça concerne la filière construction, ça change quoi pour un métier comme le vôtre? Alors, la RE 2020 va entrer en vigueur effectivement avec différentes échéances progressives, l'objectif étant de sortir des énergies fossiles. Donc c'est évidemment, alors quand on compare pareil à d'autres pays européens comme les Pays-Bas, à partir du moment où ils ont interdit le gaz, on a vu une croissance spectaculaire, plus 89% de la filière géoénergétique. Donc on s'attend à quelque chose de comparable en France. L'idée c'est maintenant de s'y préparer et les outils que nous développons visent précisément à cela, c'est-à-dire à rendre l'expertise souterraine accessible à tous les promoteurs, à tous les porteurs de projets, de façon à ce qu'ils n'écartent pas, d'une part n'écartent pas cette solution, mais d'autre part la considèrent sérieusement. Merci beaucoup Alice Chounier pour toutes ces informations. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le tri des médicaments au programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Vincent Cottard, bonjour. Vous êtes le président de NERES. Et avec nous en Skype également Thierry Moreau-Desfarges, qui est le président de Cyclamed. Bonjour à vous aussi. Vous lancez ensemble une opération d'information de prévention sur le tri des médicaments. On va évidemment y venir longuement. Mais d'abord, NERES, organisation professionnelle, vous représentez des laboratoires pharmaceutiques. Quel type de labo pour quelle classe de médicaments ? Alors écoutez, de façon très synthétique, c'est l'association qui regroupe les laboratoires pharmaceutiques qui vendent des produits de soins santé de premier recours. Mal de gorge, douleurs, problèmes digestifs, besoin de sommeil, stress. Et donc des produits qui sont soit des médicaments, soit des compléments alimentaires ou des dispositifs médicaux. Et on représente 80% du marché. Laboratoires, des grands laboratoires internationaux, GSK, Johnson & Johnson, des Français, Sanofi, toutes les tailles, Urgo, Ipsen. Donc vraiment une diversité de nos adhérents. Ok. Même question, Thierry Moreau-Desfarges. Cyclamed, c'est un éco-organisme, c'est ça? Alors Cyclamed, c'est un éco-organisme effectivement qui a été créé en 1993 par les industriels du médicament, avec l'ordre des pharmaciens, la Chambre syndicale de la répartition des grossistes répartiteurs et les syndicats de pharmaciens. L'idée, c'est qu'on considérait à l'époque que le médicament n'était pas un produit comme les autres et qu'il fallait effectivement d'ores et déjà penser à un recyclage, entre guillemets, de ces médicaments non utilisés. Et donc, dès 1993, cet éco-organisme a été créé. Ça a été finalement le deuxième éco-organisme créé à l'époque, puisqu'il y a eu à l'époque Éco-emballage, qui maintenant s'appelle Citeo. Est-ce que, Thierry Moreau-Desfarges, 93, donc ça fait bientôt 30 ans, c'était totalement en dehors des radars, l'idée de trier ces médicaments, ou il y avait quand même du bon sens et quelques habitudes qui avaient été prises par les Français? Alors, avant 93, il y avait effectivement quelques habitudes, mais comme il n'y avait pas de circuit organisé, on ne savait pas ce que devenaient les médicaments. Dès 1993, donc, on a décidé d'avoir un circuit qui soit un circuit pharmaceutique, puisque ce sont les grossistes répartiteurs qui livrent les médicaments, qui vont récupérer les médicaments non utilisés, et d'avoir donc un circuit totalement sécurisé. Et il faut reconnaître que dès 1993, la montée en puissance s'est faite, et que le geste est, je dirais, maintenant bien acquis, et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, parce qu'il s'est passé avec la crise de la Covid, où on a vu que les patients continuaient à maintenir leur activité de retour des médicaments non utilisés. Alors vous lancez donc une campagne d'information sur le tri des médicaments ensemble, hein, Vincent Cottard. Ouais. Le printemps, c'est la bonne période pour ça? Bah écoutez, oui, c'est la bonne excuse. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'on a un message à la fois, comme le disait Thierry, sur la notion du tri, donc respect de l'environnement, et puis on rentrera peut-être un peu plus en détail sur comment ça va se traduire, mais aussi sur la notion de bon usage. Vous avez tous, et je suppose que vous avez une armoire à pharmacie, bien sûr, quelquefois pas toujours au bon endroit, un peu humide, des médicaments qu'on n'utilise plus, qui sont périmés, ou qu'on a utilisés, qu'on a arrêtés. C'est le moment pour mettre tout ça sur la table, de regarder et de faire le bon tri, et avec l'accompagnement notamment de Cyclamed et du pharmacien, qui est le bon endroit pour aller délivrer des produits qui sont plus utilisables ou périmés. C'est intéressant ce que vous dites, le bon endroit, ça veut dire qu'un endroit humide, mauvaise pioche. Hein. Écoutez, oui, on a aussi des conditions de production, de qualité sur nos produits, et bien entendu, si vous êtes dans un endroit très humide, sur des capsules ou sur de la poudre, c'est pas la meilleure façon de conserver ces produits. C'est bien d'avoir un endroit à non porter des enfants, et puis un endroit plutôt sec.
On en profite pour faire un peu de pédagogie, c'est bien. Quelques chiffres sur le tri des médicaments en France. En 2020, près de 10 000 tonnes, 9 953 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectés grâce aux ménages français via les pharmacies ou les grossistes répartiteurs avant leur valorisation énergétique. On en parlera de la valorisation énergétique. Thierry Moreau-Desfarges, quel conseil vous donnez avec cette campagne d'information ? Pourquoi elle est importante ? C'est très important, on a été très heureux de s'associer avec Neres. D'ailleurs, c'est Neres qui nous a contactés. Je remercie encore Vincent de ce partenariat. Et je crois qu'il y a plusieurs idées. Il y a une première idée qui est effectivement de faire un tri entre les médicaments et ceux qui ne sont pas des médicaments. Car l'éco-organisme Cyclamed et car les pharmaciens d'officine ne doivent récupérer aujourd'hui que les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché. Donc les médicaments au sens strict du terme. Et comme l'évoquait il y a quelques instants Vincent, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux rentrent dans d'autres circuits, et notamment dans le circuit des ordures ménagères. Donc l'idée, c'est d'abord de bien expliquer aux gens cette séparation. Et puis ensuite, effectivement, de séparer les médicaments des emballages, d'abord des emballages vides et des notices, qui doivent rentrer dans la poubelle jaune, dans le tri sélectif, faire du recyclage matière, puisqu'aujourd'hui, on est véritablement dans une période où il faut véritablement prendre en compte toutes ces parties. Et puis le médicament non utilisé, eh bien, on le rapporte à l'officine pour faire de la valorisation énergétique. Nous travaillons avec une 50aine d'unités de valorisation énergétique sur le territoire et dans les DROMCOM, et ces unités produisent de l'électricité et de la chaleur, donc servent à chauffer et à éclairer des logements. Oui, alors ça peut être une surprise, on ne l'imagine pas forcément. Ces médicaments, c'est parce qu'ils ont une qualité particulière ou alors c'est la filière la plus intéressante pour vous en matière de recyclage après ? Pourquoi ça devient de l'énergie ? C'est la question que je me suis posée. Alors c'est la seule filière d'ailleurs, les textes maintenant obligent à ce que les médicaments soient valorisés énergétiquement. Et que c'est une manière de faire du recyclage, puisque ce n'est pas du recyclage matière, mais du recyclage énergétique. C'est la matière la plus sûre parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez par malheur mis des médicaments, par exemple, dans une poubelle d'ordures ménagères, les ordures ménagères en France ne sont pas toutes valorisées énergétiquement, ne sont pas toutes incinérées. Or, ce qui est important, c'est que ces poubelles qui sont aujourd'hui parfois fouillées par des gens qui en ont des besoins, qui peuvent engendrer des trafics, etc., eh bien, il faut que ces médicaments rentrent dans un circuit sûr et donc c'est la valorisation énergétique qui est la meilleure solution. Est-ce que, Vincent Cottard, il y a une partie de ces médicaments qui sont parfois encore utilisables. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne les brûle pas ? Est-ce qu'ils vont vers d'autres circuits ? Non, pas du tout. À partir du moment où un médicament est périmé, a été utilisé, ouvert, il y a un processus à suivre, qui est de faire ce tri dont Thierry a expliqué, d'apporter ce qui reste de la partie médicament à son pharmacien qui, avec Cyclamed, va rentrer dans la partie recyclage. On est vraiment dans une notion de bon usage aussi et de sécurité. Donc la réutilisation de choses qui ont été ouvertes, qui n'ont pas été terminées, c'est absolument proscrit. Et ça ne fait pas du tout partie de notre message. Il est vraiment sur bon usage, tri, respect de l'environnement. C'est quelque chose sur laquelle on a voulu accélérer en tant qu'association depuis un an. D'où cette campagne avec Cyclamed. Alors justement, sur l'aspect respect de l'environnement, cette étude de l'Académie des sciences américaines, elle est récente, février 2022, ils ont testé un certain nombre de rivières un peu partout sur la planète. Un quart des rivières testées dans l'ensemble du globe contiennent des substances médicamenteuses à des niveaux considérés comme dangereux pour l'humain ou pour la faune et la flore, on va dire ça comme ça. Vincent Cottard, il faut rappeler que jeter un médicament à la poubelle ou dans l'évier, c'est pas anodin, quoi. Voilà. Et je vois les chiffres que vous pouvez mettre en avant. C'est l'objectif du tri. Une fois que vous avez fait le bon tri, on va éviter ce type de risque pour la planète. Et donc, ce n'est pas du tout anodin de mettre un produit au mauvais endroit. Comme le rappelait Thierry, la première étape du tri, et ça fera partie de nos 5 objectifs, 5 messages, c'est on ouvre une boîte, on met le carton, le papier dans les recyclages classiques et tout ce qui est blister aussi, et tout ce qui reste médicament, on l'emmène chez le pharmacien. Et c'est ça justement que l'on veut faire et qu'on veut éduquer la population. La France est plutôt en avance, il faut le noter, on a plus de 80% des Français qui trient leur armoire en pharmacie. Oui, donc c'est pas mal. Il y a des populations ou des régions qui sont un peu moins en avance, et notamment les jeunes. On a moins de jeunes qui trient et qui ont un geste écologique un peu plus avancé. Et donc c'est l'objectif de ce message, c'est de dire le tri, c'est d'abord le bon tri. Et mettons les produits ou les différents éléments aux bons endroits. C'est ça qui va faire la différence, parce qu'on a un outil de production qui est tout à fait respectueux de l'environnement. On a des programmes depuis un certain nombre d'années qui sont très importants sur le respect de l'environnement sociétal et économique. Mais la partie du tri, si elle est bien faite, va éviter certaines
certains dérapages je dirais, qu'on a pu voir. Mais quels sont ça représente quoi comme risque quand on dit à des niveaux considérés comme dangereux, comme risque pour l'environnement ou même pour la santé? Écoutez, le risque d'abord, quand on dit l'environnement, c'est la terre, vous avez une agriculture, donc il est important que le sol respecte aussi un certain nombre de critères que l'on a. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir, on pousse à des extrêmes, mais on l'a vu sur certaines situations avec des problèmes nucléaires ou autres, dès qu'on a un sol qui est pollué, vous avez des risques pour la société humaine. Donc c'est ça que l'on veut éviter. Alors ce ne sont pas les seuls éléments, et le médicament n'est pas le seul, ou le mauvais tri n'est pas la seule raison. Mais nous, notre travail, c'est vraiment de minimiser ce risque, puisque tout le travail est fait au niveau de nos usines. Donc maintenant, on veut le faire au niveau du grand public, pour être sûr, jusqu'au bout de la chaîne du médicament, on ait une bonne utilisation et un bon tri du produit. Thierry Moreau-Desfarges, vous parliez de la crise Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les confinements ou autour de ces périodes en matière de tri des médicaments? Alors peut-être juste avant de parler de la crise Covid, je voudrais revenir sur un des points que vous venez d'évoquer avec Vincent, qui est le problème effectivement du rejet dans les toilettes ou autre. Je crois qu'il est important de confirmer aujourd'hui que les Français ont bien incorporé dans leur geste de tri le fait qu'on ne mettait pas les médicaments dans les toilettes. Et aujourd'hui, c'est moins de 1% des Français qui le feraient. Et puis le deuxième point important à rappeler, c'est que si les nappes phréatiques aujourd'hui sont souillées et si les stations d'épuration sont souillées, c'est d'abord et essentiellement lié simplement à une chose, c'est que les médicaments, nous les rejetons quand nous les avons pris. Et donc c'est par le fait de nos rejets, que ce soit par les urines ou par les fesses, que l'on peut retrouver des médicaments dans la nature, donc, ou dans les stations d'épuration. Donc ce n'est pas un geste de pollution lié à un mauvais geste des citoyens, c'est plutôt effectivement lié à un acte naturel qui pour le moment mérite des travaux de développement de nouvelles molécules qui pourraient être biodégradables plus facilement. Oui. Alors pour revenir sur la crise de la Covid, une chose importante, quand en mars, avril, mai 2020, nous avons vu que les pharmaciens étaient absolument débordés par la crise de la Covid. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de gel, ils avaient des patients qui arrivaient dans leur pharmacie, ils étaient complètement submergés. Nous avons pris, nous, la décision d'envoyer un message de ne pas rapporter les médicaments non utilisés dans les officines. Et on a demandé donc aux patients de garder ces médicaments. La récolte a chuté de 50%. Et au mois de juin, nous avons demandé aux gens de rapporter les médicaments quand le confinement était terminé. Eh bien, nous sommes remontés au niveau habituel. Donc on voit bien qu'il y a un geste qui est acquis, qui, Vincent a raison, c'est toujours intéressant de faire des campagnes à des périodes déterminées, mais on voit que le geste c'est assez régulier et que finalement les patients rapportent leurs médicaments tout au long de l'année, avec des petits pics effectivement au moment de la rentrée scolaire, au moment du 1er janvier, au moment du printemps comme vient de l'évoquer Vincent, mais globalement les patients rapportent régulièrement leurs médicaments et je tiens à les féliciter, et je tiens à féliciter les pharmaciens pour le travail qu'ils font. Merci Thierry Moreau-Desfarges. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être deux points. Le premier, il y a pas mal de groupes de travail qui sont mis en place justement pour éviter d'avoir des molécules avec des risques comme ceux évoqués par Thierry, notamment tout un groupe de travail avec des industriels et les pouvoirs publics sur le développement de molécules contre la résistance microbienne aux antibiotiques. Donc il y a un travail aussi qui continue au niveau de l'industrie. Donc le tri est un élément, mais il y a d'autres choses qui sont faites. Peut-être de rajouter le point, la période de la Covid a montré aussi le rôle du pharmacien. Proximité, 22 000 officines, et le dialogue avec le pharmacien. Les premiers symptômes, le patient, le grand public allait chez le médecin. Aujourd'hui, plutôt tendance à aller chez le pharmacien parce que l'image et aussi les activités du pharmacien ont changé. Et cette notion de tri et de l'étape chez le pharmacien et aussi la possibilité d'ouvrir le dialogue avec le pharmacien sur est-ce que j'ai fait les bonnes choses, je vous ai apporté les bons produits et autres. Et on a aujourd'hui un univers de l'officine qui est encore plus ouvert et plus accessible au grand public. Merci à tous les deux encore une fois d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas, on parle tourisme. Bonjour Stéphane Vincent Montagnon, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Wigo Green Air. Vous l'avez créé en 2020 avec Marie-Pierre Chaubroc. C'est quoi Wigo Green Air? Alors Wigo Green Air, c'est une plateforme de réservation dédiée au tourisme durable. On y trouve 1200 hébergements éco-responsables et bientôt des activités éco-responsables à faire pendant les séjours en vacances ou en week-end. Comment ça marche? Je peux choisir mon hébergement en fonction d'un certain nombre de critères. Pour le client, ça fonctionne comment? Tout à fait. Alors, on est sur un concept assez connu par des grosses plateformes américaines généralistes. Donc vous pouvez trouver vos hébergements par des recherches habituelles. Et bientôt on va amener une recherche par envie.
par envie de ce qu'on veut y faire, de ce qu'on veut vivre comme expérience sur place. Est-ce que ça va être de la rencontre? Est-ce que ça va être des activités sportives, activités culturelles, etc. Mais parce que quand on parle de tourisme durable, il y a pas mal de leviers. Il y a le levier environnemental, mais on peut aussi parler du levier social ou sociétal. Est-ce que ça rentre aussi dans votre grille d'analyse, ça? Tout à fait. Alors en fait, pour sélectionner les hébergements, on a créé un algorithme qui s'appelle le Green Score, qui est basé sur 118 critères éco-responsables, mais pas que. Il y a aussi l'impact économique local, les retombées économiques locales. Donc ça va évidemment rentrer dans notre sélection et ça va apporter des points dans cet algorithme. Donc on dévoile les critères, on ne dévoile pas forcément les points associés, mais évidemment il y a des pondérations différentes. Et le client peut utiliser ces pondérations-là. Si moi je suis plus sensible, je vais dire n'importe quoi, mais à la défense de l'environnement, je vais savoir que je vais vers des sites qui sont plus actifs dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Donc c'est le but. En fait, c'est de permettre aux voyageurs d'être un petit peu acteurs dans son choix, parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour trouver sinon un hébergement qui correspond à ses valeurs. Et donc l'intérêt du Green Score, c'est qu'il va de 1 à 5, et 1 étant le début de l'engagement des établissements, 5 étant très avancé. Donc déjà, vous allez pouvoir trouver en fonction du Green Score par rapport à vos attentes, et ensuite, effectivement, filtrer, aller plus en détail. La nouveauté, c'est que vous lancez un nouveau service qui s'appelle Greenflow. Alors, de quoi il s'agit? Alors, on a lancé cette semaine Greenflow, qui vient en amont de WeGo Greener. Greenflow, c'est donc greenflow.pro. C'est une solution pour venir accompagner les hébergements touristiques dans leur transition écologique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 10% des établissements qui sont déjà engagés pour WeGo Greener, mais donc 90%, 120 000 en France, qui n'ont pas démarré, qui ne savent pas comment faire, et qui peuvent être accompagnés, mais ça peut être long. Et donc, on a créé un parcours 100% digital qui va aller du diagnostic initial jusqu'à la commercialisation, en passant par des cours en ligne, une centrale d'achat dédiée aux solutions éco-responsables pour leur faire gagner du temps aussi, pour trouver facilement des solutions, des produits, des services qui vont répondre à leurs attentes, et donc pour ensuite avancer dans cette transition écologique. Donc c'est quoi le modèle économique? C'est un abonnement? Oui. Alors on a plusieurs modèles. On a fait une phase pilote avec une région et 2 départements. On accompagne déjà 280 hébergements. Dans quelle région? Auvergne-Rhône-Alpes. Et le département, c'est les Charentes, Charente-Maritime et le Lot-et-Garonne. On a le soutien de l'ADEME, Nouvelle-Aquitaine. Et donc sur ce premier pilote qui dure depuis 2 mois, donc presque 300 établissements qui sont accompagnés. Et là, on va être sur des licences unitaires. Mais on travaille aussi à une licence par région, voire une licence par fédération. Par exemple, on est en discussion avec certaines fédérations du tourisme, donc pour permettre finalement à tous leurs adhérents, leurs prestataires, de bénéficier du service. Le secteur du tourisme, il est vraiment en train de faire sa mue, parce que le chiffre que vous donniez, finalement, il y a encore beaucoup de marge de progression, mais il fait sa mue? Oui, alors on le voit vraiment. Donc nous, on est arrivé sur ce secteur juste avant le Covid. On n'avait pas du tout, évidemment, anticipé tout ça. La Covid a permis une vraie prise de conscience qu'on avait déjà à notre humble niveau. Et notre volonté de faire partie de cet essor du tourisme durable s'ancre encore plus avec Greenflow. Mais on voit vraiment dans le discours, dans l'action aussi, au niveau territorial, mais des grands groupes, il ne faut pas le cacher, il y a des grands groupes qui avancent très très fortement, certains avec qui on est partenaire, et aussi évidemment beaucoup d'indépendants, puisque c'est là où Greenflow a du sens, c'est de venir aider les plus petits qui n'ont pas forcément une dynamique de groupe justement et qui ne savent pas par où commencer. Et on voit qu'il y a un réel engouement autour de ce sujet. Merci beaucoup, merci Stéphane Vincent Montagnon et bon vent à Greenflow et WeGo Greener. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.